Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, spécialiste des professionnels du droit. Je suis consultante en transition professionnelle et career coach certifiée auprès des juristes. Et je suis aussi une maman, une épouse, une fille, une sœur, une tante, une amie et toujours et encore directrice juridique de ma société. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment vous pouvez trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Bienvenue sur le podcast Jurinova. Ce podcast est à destination des juristes qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Chaque semaine, je vous délivre des tips et des conseils précis et concrets pour valoriser votre carrière et vos compétences, booster votre visibilité et surtout construire une carrière qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast consacré à la gestion des conflits. Je commence par quelques questions. Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise quand un conflit éclate? Est-ce que vous vous sentez gêné? Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Le ton, les cris, les gestes à forte amplitude, le regard, le fait d'être debout ou en public ou au contraire seul avec la personne? Avez-vous tendance à avoir la voix qui monte dans les aigus, à rougir ou accélérer le débit de votre voix ou vous mettre debout et gesticuler quand la colère monte en vous? Et dans d'autres circonstances, est-ce que vous vous recroquevillez sur vous-même? Vous perdez vos moyens, vos idées s'embrouillent et tout est confus dans votre esprit et le mal de tête n'est pas loin. Ou vous avez très chaud ou très froid et vous restez silencieuse ou silencieux. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la gestion des conflits pour vous qui êtes juriste, responsable juridique, directrice juridique ou directeur juridique, afin de répondre à deux questions que vous vous posez fréquemment. Comment apprendre à repérer les signes d'un conflit et quelles techniques adopter pour les gérer? J'observe pendant l'accompagnement développement professionnel qui dure 4 mois que lorsque nous abordons les conflits au module 8, il vous est très souvent difficile d'y faire face. Que vous assistiez à un conflit qu'il vous revient ou non de gérer, ou que vous soyez partie prenante à ce conflit de manière volontaire ou involontaire. Et je dois vous avouer que je me retrouve tout à fait dans cette situation car je l'ai vécu à de nombreuses reprises au cours de ma carrière. Voici quelques exemples. Premier exemple, notamment en début de carrière lorsque j'étais juriste junior. Je venais d'intégrer le service et pour la prise des congés des uns et des autres, notamment ceux qui avaient des enfants, ils voulaient tous les congés scolaires et le ton montait fréquemment dans le bureau partagé. Donc j'observais cela très gênée et mal à l'aise car je n'étais pas concernée. Second exemple, idem pour l'attribution des dossiers. À un moment donné, donc toujours dans ce même poste, je me suis vue attribuer une série de fusion-absorption de fonds d'investissement et cela m'a attiré les foudres d'une collègue qui pensait qu'il lui revenait de droit. Là encore, j'étais plutôt pétrifiée par le ton et les cris de cette personne car je ne comprenais pas. J'ai mis au moins 10 minutes à comprendre de quoi elle me parlait tellement elle criait. Pour ma part, j'ai grandi dans une famille où les personnes ne crient pas pour s'exprimer et se faire entendre. Donc, c'était tout nouveau pour moi et j'étais très, très peu habituée et extrêmement gênée. Troisième exemple. Idem lorsque j'ai annoncé ma mutation interne à mon premier directeur juridique. Donc, il m'a juste demandé chez qui j'allais au sein du groupe. Je lui ai répondu par le nom du service et non celui du directeur en question, car je savais qu'ils avaient de très fortes divergences de point de vue. Et là, il a explosé de colère. Il criait, il gesticulait comme quoi j'allais m'en mordre les doigts, que c'était des méthodes de l'armée dans cet autre service, en apportant quelques qualificatifs très péjoratifs sur ce nouveau manager et en balançant tellement fort la chaise à roulettes qu'elle a atterri dans la fenêtre. Ça a fait un boum. Mes collègues traders juste à côté de mon bureau, ils avaient le bureau juste à côté, sont heureusement venus pour voir ce qui se passait et mon directeur a quitté mon bureau hors de lui. Autant vous dire que la négociation de mon préavis a été rocambolesque et très, très longue. Quatrième exemple, puis plus tard, lorsque je suis passée d'un forfait jour, le fameux 18 jours par an, à une grille horaire incompatible avec mes déplacements et temps de présence au bureau. Je vous rappelle qu'à l'époque, aucun télétravail n'existait encore. Et donc, en fait, par un jeu de rattachement de mon service à la holding du groupe et donc un changement de règles internes, ce forfait cadre, le forfait cadre au jour,
que j'avais depuis toujours, en fait, que j'avais toujours connu, donc la question ne s'était jamais posée, en fait, ne convenait pas du tout avec mes fréquents déplacements donc, de la province, donc de Strasbourg vers Paris, Lyon, Nantes, Luxembourg, etc. OK. Et donc, ils ont fait disparaître ce forfait jour, ce forfait cadre jour à un moment donné. Et un matin, je me suis présentée à 9h05 au lieu de 9h à Strasbourg, selon ma fameuse grille horaire. Je devais être là à 9h, dont je ne tenais absolument pas compte, puisqu'elle ne reflétait jamais mon emploi du temps réel en fonction des rendez-vous externes, des déplacements professionnels dans le reste de la France, etc. Et la veille, j'étais rentrée d'un déplacement parisien à minuit avec le TGV de Paris qui avait eu 2 heures de retard. Et donc, mon responsable me demande de venir dans son bureau par téléphone à peine assise, à peine arrivée. Donc, je me suis donc rapidement rendue dans son bureau, pensant qu'il y avait une urgence sur l'un des fonds de capital risque en liquidation dont je m'occupais et qui nous posait quelques difficultés depuis la semaine passée et qui allait atteindre un délai réglementaire sous 48 heures. Donc, il y avait une décision à prendre, en fait, ultra rapide. Et là, non, il se met à me parler de ces 5 minutes de retard. Donc, je me suis mise à rire en pensant que c'était une blague, car vraiment, j'ai vraiment cru à une blague. Et j'ai enchaîné sur ce fameux fonds d'investissement pour savoir s'il avait eu des éléments nouveaux la veille, comme j'étais en déplacement et que je n'avais rien constaté dans les mails. Et que les délais réglementaires avançant, on allait être très limité au vu des 48 heures qui nous restaient. Et là, il me répond avec un ton qui montre que ce n'est pas le sujet et la règle des horaires est la même pour tous dans le service. Et là, j'ai compris et la colère est montée, mais d'un coup. Je me suis mise debout et j'ai très fortement monté le ton pour lui répondre factuellement. Seulement 2 personnes sur 20 font des déplacements ici, toi et moi, donc on était les 2 seuls à faire des déplacements. Et je lui ai rappelé qu'à plusieurs reprises, lui-même n'arrivait qu'à 9h30, voire 10h le matin, parce qu'il devait promener son chien. Véridique, donc ça, je pense que j'aurais pu m'en passer. Donc qu'il soit lui-même exemplaire sur ce sujet avant de me dire quoi que ce soit. Et j'ai ajouté que si l'on appliquait les nouvelles règles, je devais bénéficier d'un repos de 11 heures et que je ne peux jamais avoir lors des déplacements, puisqu'en prenant un TGV à 6 heures du matin et en rentrant entre 22 heures ou minuit, et en étant à 9 heures au bureau le lendemain matin, l'amplitude n'était pas franchement respectée. Et de plus, je lui ai fait un rapide calcul de toutes les heures supplémentaires réalisées sur les 6 derniers mois compte tenu de tous mes déplacements, parce que je devais me déplacer à minima 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, et qui étaient bien entendu non payées, ces heures sup. Alors, si on appliquait à la lettre cette grille horaire, elles étaient largement dues. Et donc, j'ai conclu par le fait que j'allais immédiatement en parler au RH pour faire remonter ce point, pour savoir comment nous allons le gérer, au vu des amplitudes horaires incompatibles avec les grilles horaires inapplicables au cadre mobile que j'étais et qui avait toujours bénéficié du forfait jour. Et je ne voyais pas comment c'était soluble, en fait. Donc, j'avais besoin d'un avis d'expert pour solutionner le problème. Et je n'en ai plus jamais entendu parler. Donc, nous verrons plus loin qu'il y a 2 sources à ce conflit. Il y a une source bien plus ancienne, d'accord, et une source liée au cadre d'ordre institutionnel, les règles, en fait. D'accord. Donc, il y a vraiment bien 2 sources ici. Donc, le conflit bien plus ancien revient au fait que j'avais remis en cause sa manière de manager au moment où il est entré en poste, en comparant la sienne à celle de mon ancien manager qui était un véritable mentor avec un comportement exemplaire sur bien des sujets, enfin sur celui-ci d'ailleurs et sur bien d'autres. Et donc à l'époque, je sais que je l'avais blessé en lui montrant que je le jugeais, je le comparais et que je pensais qu'il n'était pas à la hauteur et surtout pas exemplaire. Bon, c'était mon avis à l'époque et j'en avais fait part de manière très factuelle, très argumentée. Mais visiblement, l'animosité était encore là, en fait. Voilà. Et la source d'ordre institutionnel, c'était le fait que le changement de règles était inapplicable en fait au poste que j'occupais et aux contraintes de ce poste en fait. Voilà. 5e exemple et dernier exemple, lorsque j'étais responsable juridique, donc 2 membres de mon équipe dont un conflit latent existait depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, elles en sont venues à s'insulter sur l'open space partagé avec d'autres services. Donc le conflit a éclaté entre elles. Et en public, elles avaient tous les autres services qui faisaient partie également de l'open space. Donc, l'un des salariés d'un de ces autres services installés sur cet open space est venu me prévenir dans mon bureau, qui était à l'opposé. Il était extrêmement gêné et en m'indiquant que personne n'arrivait à les calmer et il ne savait pas trop quoi faire. Donc, je dois bien avouer que ce fut l'un des moments qui nécessite de décider vite et bien quoi faire. Et c'est très, très inconfortable. Et surtout, quel mot est-on employé devant un public composé d'une bonne 50aine de personnes ? Donc, nous verrons plus loin que la source de ce conflit relevait également d'un conflit bien plus ancien.
Ok. Pour apprendre à gérer, apaiser, conserver et restaurer les relations et la confiance lors d'un conflit, il convient de repérer la cause ou les causes du conflit. Ok. En effet, une fois que vous aurez identifié la source du conflit, donc sa cause, ou les causes ou les sources, vous allez pouvoir prioriser la gestion du ou des conflits, ok, en fonction de sa cause. D'accord? Et donc, vous allez pouvoir préparer correctement vos prochains échanges pour travailler votre posture afin de conserver une attitude d'ouverture, de stabilité et donc de crédibilité. D'accord? Et il faut aussi les rassurer. D'accord? Il faut toujours être en posture de rassurer également le fait que vous allez traiter de manière le plus juste possible, en toute équité du moins, le conflit. OK? Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les 11 sources de conflits. Je vais vous les décrire et vous donner quelques éléments de contexte à chaque fois afin de pouvoir rendre concrète cette identification. Alors, voici les 11 sources de conflits. Première source de conflit, le conflit relatif à la technicité. Il part d'un différend sur les manières de faire. Ce peut être un différend par rapport au travail de réécriture à réaliser sur certaines clauses d'un contrat, par exemple, qui nécessite une certaine technicité, certaine expertise et expérience, ou un plan de négociation avec un ordre précis des étapes à suivre, à respecter, qui ne remporte pas l'unanimité, par exemple, mais qui est issu d'une expertise et d'une technicité. Okay. Ce peut être également l'utilisation d'un outil digital, une Contratech ou avec des closiers, par exemple, qui crée un conflit sur la manière d'utiliser le closier ou les templates de contrat. Okay. Voilà pour la première source de conflit. Deuxième source de conflit, le conflit ancien. Donc, je vous ai donné 2 exemples au-dessus. Il part d'un conflit ancien et non digéré qui influence la situation actuelle, consciemment ou inconsciemment. Ce peut être conscient pour l'une des parties et inconscient pour l'autre, bien entendu. Donc, suite à une négociation contractuelle difficile, par exemple, tendue, avec des tons plus rudes ou des arguments plus incisifs ou des jugements qui ont pu être donnés en public notamment, de l'animosité peut rester en retour, d'accord, de la rancune. Donc, l'ombre du passé est là dans ce cas-là. Les traces négatives et parfois le désir de revanche ou la peur peuvent se projeter dans la situation d'aujourd'hui. Il peut y avoir encore de la rancune. D'accord? Donc, c'est à analyser également. Donc, notamment le conflit entre les 2 juristes que je manageais, c'était un conflit ancien, dont de la rancune existait encore et donc de l'animosité existait encore. Dans mon conflit à moi avec mon responsable, c'était exactement la même chose puisque j'avais émis un jugement qui l'avait fortement vexé, et donc l'animosité et la rancune étaient encore là. Voilà pour les exemples. Troisième source de conflit, le conflit de personnes et de relations. Il part d'identité dévalorisée, humiliée, de dignité de la personne bafouée, de relations interpersonnelles dégradées. La confiance n'existe plus, les relations sont réellement dégradées. Le besoin d'estime de soi et de reconnaissance peut facilement faire glisser le conflit du sujet apparent, donc le conflit, je sais pas moi, une histoire de clause ou de contrat, donc le sujet de surface, si vous voulez, vers la personne niée, la personne dévalorisée, vers la personne inconsidérée, vers la personne rejetée. Et en face de soi, l'autre est un obstacle auquel on se heurte et que l'on heurte nous-mêmes, d'accord? Chacun se heurte. Donc, on va l'accuser, le culpabiliser, le rendre responsable ou coupable d'empêcher et de bloquer telle ou telle prise de décision, par exemple, pour l'équipe, ou pour l'évolution de tel contrat, ou pour l'obtention d'un budget pour recruter un nouveau juriste, par exemple, ou un budget pour une Contratech digitale. OK? Et donc là, il s'agit bien de conflits de personnes et de relations. On est au-delà du conflit ancien. Alors, ça peut être un conflit qui date déjà, mais on est vraiment sur un conflit axé sur la personne même. D'accord? J'ai assisté à ce genre de conflit à une époque où une nouvelle personne a intégré l'équipe commerciale et moi, dans mon équipe, j'avais une personne juridique qui était juriste depuis de nombreuses années. Et à une époque, ils ont travaillé ensemble. Et il s'avère que ma collègue directe avait été la responsable de cette autre personne. Et en fait, cette collègue avait rencontré, a priori, une problématique, je ne sais pas. Enfin, moi, je n'ai pas eu les tenants et les aboutissants, mais elle a changé de poste à ce moment-là. Et donc, elle a vécu quelque chose de difficile, certainement. Et donc, cette autre personne qui venait d'intégrer l'équipe commerciale s'est permis un certain nombre de fois sur un certain nombre de dossiers d'avoir des propos relativement déplacés sur elle, qu'elle soit présente ou non d'ailleurs. Et ça créait forcément de nombreux conflits.
Et donc là, on était bien sur l'identité même de la personne, d'accord? Humiliée, elle était touchée dans sa dignité, dans ses compétences, etc. Ce qui était en plus totalement faux. Factuellement, c'était faux elle était extrêmement expérimentée et elle avait une technicité très forte. Mais il se basait sur un élément du passé qui lui était arrivé, mais qui touchait sa personnalité propre, d'accord? Et donc, au fur et à mesure du conflit auquel on assistait tous, eh bien, à chaque conflit, il y avait une dévalorisation et une sorte de rejet pour qu'elle n'assiste pas à nos échanges. D'accord? Et donc, c'est vraiment des conflits de personnes et de relations qu'il faut apprendre à gérer également, à repérer, bien entendu, et ensuite pour pouvoir mieux les gérer, d'accord? Pour à un moment donné recadrer la personne qui émet notamment des jugements dévalorisants, puisque après on va vers des procédures de harcèlement dans ce cas-là, d'accord? Donc il faut systématiquement les repérer en amont quand on assiste à ce genre de propos dans ces équipes pour tout de suite recadrer la personne qui en fait état pour éviter des débordements, d'accord? Et puis pour protéger bien entendu la personne visée aussi. Quatrièmement, le conflit d'ordre économique. Donc là, c'est assez simple. Il part de différents matériels et financiers, que ce soit donc le niveau de salaire, le niveau d'augmentation, l'attribution des budgets en interne. Donc ça, tout le monde en a connu autour de soi, je pense. Cinquièmement, le conflit symbolique. Il part du différent destiné à faire un exemple, à donner une leçon, ok, pour éviter notamment des situations futures inconfortables, afin que l'entourage sache ce qu'il risque à l'avenir. Si jamais il ose revenir sur ce sujet. D'accord? Donc, le conflit, dans ce cas-là, sert d'exemple pour en faire un symbole et éviter des comportements futurs et éviter d'avoir à recadrer ou à refixer les limites et à dire non. Bien souvent, c'est ça, c'est à dire non à nouveau. Okay. Par exemple, j'avais à une époque un collègue responsable d'une autre équipe qui se mettait en colère au milieu de l'open space à chaque fois qu'une demande d'heures supplémentaires était formulée en citant l'auteur de la demande. Donc, la demande d'heures supplémentaires était faite en toute confidentialité et il se permettait en plein open space de citer l'auteur et de le renvoyer dans ses buts, concrètement, alors que celle-ci était tout à fait justifiée et argumentée selon la règle en vigueur. Donc, résultat, pendant des mois, plus aucun de ses collaborateurs n'osait lui soumettre une demande d'heures supplémentaires. Donc, il n'avait plus à dire non dans ces cas-là. Okay, donc là, c'est un conflit symbolique. Le 6, c'est le conflit bio-émotionnel. Donc là, on est dans une part biologique du différent qui est amplifiée par l'émergence d'émotions intenses telles que la colère, les pleurs, la déception, l'amertume, la peur, le sentiment d'abandon également ou le sentiment de trahison, qui mettent le corps en mouvement. En fait, c'est tellement intense comme émotion, ce que vous ressentez, que dans ce cas-là, le corps se met en mouvement, donc soit par les peurs, les tremblements, les pleurs, je veux dire, les tremblements quand on tremble de colère ou d'injustice ou de déception ou de peur également. Ça peut être une amertume très forte, un dégoût aussi très fort. Moi, j'ai ressenti une fois, j'avais un dégoût énorme. Voilà. Et donc, en fait, le corps se met en mouvement. C'est physique, ça devient physique, d'accord? Et donc, ce conflit stimule tellement l'émotion dans votre corps par le choc que ça crée chez vous, qu'en fait, vous êtes empêché par l'autre de vous réaliser, de dire quoi que ce soit, parce que c'est votre corps qui parle. Et vous n'arriverez plus à parler. Parce que ça s'est transformé en stimulus, si vous voulez, corporel. Okay, donc, il est difficile à la fois de vivre son émotion qui monte et qui vous submerge dans son corps, d'accord, parce que vous êtes concentré sur ce que exprime votre corps. Il est forcément très difficile d'être concentré à la fois sur ce que vous traduit votre corps et de raisonner mentalement sur le contenu du conflit pour revenir à une argumentation factuelle, d'accord? Donc, c'est incompatible. Si votre corps est en train de se manifester, de vous parler, entre guillemets, par une émotion qui se manifeste dans votre corps, vous ne pouvez plus raisonner correctement dans votre mental. Donc là, on est sur le conflit bio-émotionnel, d'accord? Donc, dans ce cas-là, il faut s'isoler. Très, très rapidement, il faut trouver le moyen de s'isoler, d'accord? Il vaut mieux quitter la pièce. Septièmement, le conflit basé sur les forces et les faiblesses. Il part du plus fort, qui utilise en particulier son pouvoir ou son statut ou son positionnement pour s'imposer à l'autre et utiliser sa force comme argument. Il pousse à l'affrontement. Par exemple, ce peut être là où la directrice ou le directeur juridique par rapport au juriste, dans le cas présent. Okay, qu'est-ce que j'ai vu comme exemple aussi dans les fusions-acquisitions, l'avocat, par exemple, de l'entreprise qui absorbe par rapport à l'avocat de l'entreprise absorbée, en cas quand les forces en vigueur sont plutôt du côté de l'absorbant,
Il peut aussi il peut aussi partir, ce conflit basé sur les forces et les faiblesses, il peut partir du plus faible qui n'a plus rien à perdre. Alors, je prends des exemples extrêmes, les commandos suicides, les mutineries en prison. Et donc, quand il part du plus faible, donc celui qui n'a plus rien à perdre, il pousse à tenter le passage en force chez l'autre. Okay, par exemple, l'équipe de juristes qui exige des outils digitaux pour faire sa veille juridique, ses recherches juridiques, ses contrats au lieu d'utiliser Google. Je l'ai vu en séance à plusieurs reprises, donc c'est vraiment un exemple véridique où à un moment donné, les juristes n'en pouvaient plus de ne pas avoir les moyens de travailler de manière sécuritaire. Et donc, ils utilisaient que Google. Donc, à un moment donné, ils se sont mis ensemble pour faire pression, pour obtenir le budget, pour avoir des outils digitaux réels. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas, enfin un juriste qui n'arrive pas à obtenir d'augmentation ou de prime de revalorisation salariale depuis plusieurs années et qui, à un moment donné, passe en force en rappelant les règles en interne. Par exemple, il doit y avoir une augmentation tout le temps d'année de tant de points quand il y a des grilles. Ou alors, il met dans la balance le fait qu'il il a été recruté ou chassé par telle ou telle entreprise. Dites-le si c'est vrai, bien entendu. Et dans ce cas-là, eh bien, il va utiliser son pouvoir plus faible par rapport au directeur qui a le droit de décider tout cela. Il va utiliser le fait de partir peut-être et donc d'emmener son expertise à lui, sa technicité avec lui, pour obtenir la revalorisation qu'il demande depuis de nombreuses années. Voilà. Ça, c'était pour le conflit numéro 7, donc le conflit basé sur les forces et faiblesses. La 8e source, c'est le conflit d'ordre institutionnel. Donc, il part du désaccord sur le pouvoir et la règle, sur l'organisation et son organigramme, le système juridique et ses lois. Il s'agit très souvent de non-respect d'un système auquel se référer. Parfois, de l'ignorance de certaines règles en jeu. Tout simplement, une des parties ignore certaines règles qui existent. C'est souvent le cas avec les opérationnels, les commerciaux notamment, etc. D'autres fois, de l'incompréhension de la règle ou d'une mauvaise interprétation d'un point de la règle ou d'un mot de vocabulaire. Okay, cela vous parlera bien entendu à vous, juristes, notamment dans les contentieux, dans l'analyse d'une nouvelle loi ou d'une directive européenne, dans les négociations de clauses, notamment les clauses d'exécution du contrat et les clauses de compliance. Un exemple, dans l'un de mes services, nous avions comme règle depuis 5 ans de répondre sous 48 heures au client par mail. Okay, donc, à minima, une réponse d'attente, comme quoi nous lui revenions sous tel délai pour telle raison, par exemple, si c'était lié à une nouvelle réglementation fiscale ou d'ordre commercial, on devait vérifier certains points. Okay. La transparence était de mise et ça tournait comme ça depuis 5 ans et tout se passait très bien auprès de nos clients. On a eu un nouveau directeur qui, ignorant cette règle des 48 heures, nous a indiqué en réunion que nous pouvions répondre aux clients sous 7 à 10 jours. Ce qui nous a paru, pour certains membres de l'équipe, très surprenant puisque sous 48 heures, ça fonctionnait très bien jusqu'à présent. Donc, certains membres de l'équipe l'ont appliqué et les conflits avec les clients sont apparus, bien entendu. Des plaintes régulières remontaient car ce délai de 48 heures de réponse était inclus dans le contrat de prestation de service signé avec eux initialement. Donc, un autre conflit est également né avec le directeur qui bien sûr a été informé par nous, les membres de l'équipe, que cette clause contractuelle qui prévoyait ce délai de 48 heures existait, avait été signée à l'époque. On s'était engagé dessus, puis elle fonctionnait depuis 5 ans, donc on ne voyait pas bien pourquoi on l'avait modifié, puisqu'on n'avait pas une surcharge de travail, donc on arrivait toujours à respecter les 48 heures, donc on ne comprenait pas. Mais ce directeur a continué à l'ignorer et il n'est pas revenu sur sa décision. Donc en fait, ça a fait un certain nombre de conflits parallèles, les uns avec les autres, parce qu'on avait les conflits avec les clients à gérer, les conflits dans l'équipe, au sein de l'équipe, entre les membres, ceux qui appliquaient les 48 heures et ceux qui ne les appliquaient plus, et les conflits envers le directeur. Donc, on avait des conflits multiples, tout simplement parce qu'il y avait eu ignorance à la base d'une règle qui n'avait pas lieu d'être changée, puisqu'a priori, elle était applicable dans les faits, et le seul motif dans lequel elle n'aurait pas été applicable, c'était une surcharge de travail ou des délais d'analyse liés à une nouvelle réglementation, ce qui n'était pas le cas. Voilà. Et même si ça avait été le cas, on avait déjà rencontré le cas à une époque, on avait prévenu tous nos clients, on avait fait un avenant à chaque fois que pendant 6 mois, le temps d'intégrer la nouvelle réglementation, on allait passer à 3-4 jours d'analyse au lieu des 2 jours habituels. Voilà. Donc ça, c'était pour le conflit d'ordre institutionnel. Le 9e conflit, c'est le conflit basé sur les croyances et les cultures. Il trouve sa source dans les valeurs morales et dans les croyances présentées ou vécues comme certitudes et non remises en cause. Donc, elles se réfèrent aux idées de chacun, bien entendu, et sont ancrées soit à l'intérieur d'un groupe social, comme l'équipe juridique, comme l'équipe commerciale, comme l'équipe dirigeante, l'équipe marketing, l'équipe financière, les clients, les fournisseurs, les autorités publiques, etc. Chacun a ses propres
croyances et certitudes en fonction du milieu dans lequel on évolue. Et elles peuvent aussi être ancrées à l'intérieur d'une seule et même personne. On a tous nos propres croyances et nos propres certitudes, bien entendu. Donc, elles sont issues de notre culture, de nos différentes influences reçues tout au long de notre vie, dans notre famille, à l'école, dans notre milieu professionnel, dans notre réseau amical, etc. Tout au long de nos expériences. Alors, on les remet en cause peu à peu en évoluant, en grandissant et en intégrant de nouveaux milieux. Mais certaines restent ancrées en nous, d'accord? Et donc, souvent, certains conflits peuvent être basés sur des croyances ou des cultures différentes. Je parle des horaires. Je prends un exemple basique. Les équipes strasbourgeoises, par exemple, et les équipes parisiennes n'ont pas les mêmes horaires le matin pour fixer des réunions. Donc, ou tout comme ceux qui travaillent, je sais pas moi, ils travaillent en Suisse, par exemple, et ceux qui travaillent aux États-Unis. Les horaires vont pas être les mêmes, bien entendu. Les horaires de réunion, est-ce que certains aiment faire des réunions sur les pauses déjeuner? Est-ce que d'autres cultures préfèrent respecter les pauses déjeuner, donc jamais de réunion sur les pauses déjeuner? Entre les équipes de Strasbourg et les équipes de Paris, jamais de réunion à 8 heures pour les équipes parisiennes, il n'y a personne, alors que sur Strasbourg, tout le monde est là à 8 heures quasiment. Et les réunions tardives de 18 heures à 20 heures, par exemple, sur Paris, c'est plutôt fréquent. Sur Strasbourg, c'est très peu fréquent. Donc, quand on travaille sur des multisites, il faut apprendre à identifier les croyances et les cultures, les codes des différentes croyances et cultures, pour comprendre d'où peuvent venir les conflits parfois. D'accord ? Dixième source de conflit, c'est le conflit issu d'informations. Donc, ce conflit part d'informations absentes ou d'informations retenues par certaines parties, d'informations différentes, d'informations erronées, d'informations inconnues par certains, déformées par d'autres ou transformées. Donc, le risque est que le niveau d'accès à l'information initiale, qualitative, ne soit pas le même et donne lieu à des compréhensions différentes des enjeux et donc des raisonnements et des pensées différentes pour proposer des solutions juridiques précises et adaptées au contexte du dossier. Si les éléments d'information propres au contexte du dossier sont absents, différents, déformés, transformés, inconnus, erronés, forcément les solutions juridiques seront inadaptées. D'accord ? Donc, d'où l'importance de bien comprendre quand un dossier pose problème, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau de l'information initiale? Est-ce que le conflit n'est pas à ce niveau-là? D'accord? Est-ce qu'il ne trouve pas sa source à ce niveau-là? C'est important d'aller le vérifier. Donc, nous, on a eu à une époque, j'ai eu à une époque un certain nombre de conflits sur les prospectus de fonds d'investissement, puisqu'on n'avait pas, par exemple, les mêmes versions de prospectus. Et donc, on ne travaillait pas sur les mêmes documents. Donc, à un moment donné, puisqu'on ne travaillait pas sur les mêmes versions de documents, on n'avait forcément pas les mêmes informations. Donc, on n'émettait pas de remarques sur les bonnes clauses, etc., et les informations correctes, puisqu'on ne travaillait pas sur les mêmes éléments, la même information de base. D'accord ? 11e source de conflit, le conflit d'interprétation. Il part du différent lié à l'interprétation des mots, du sens des mots dans le contexte, des actes et auprès d'intentions inexactes à l'autre compte tenu de ses propres expériences. Okay ? Donc, il s'agit de faire des associations à des situations similaires déjà vécues, par exemple, par soi-même, dans d'autres milieux professionnels, dans d'autres dossiers, dans d'autres contextes, d'accord ? Donc, cela est très fréquent sur les termes employés dans les clauses des contrats en fonction des enjeux et de ses expériences passées, d'accord ? Parfois, on va faire preuve d'interprétation des mots ou du sens des mots, puisqu'on a déjà connu ce type de contrat ou de clause. Sauf que dans le contexte, peut-être qu'il y a quelques enjeux qui sont différents, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes, leurs objectifs et leurs buts ne sont peut-être pas les mêmes. Et donc, on va prêter des intentions inexactes à l'autre parce qu'on se base sur notre précédente expérience ou nos précédentes expériences quand on en a eu plusieurs. D'accord ? Donc, attention à l'interprétation. Ce peut être source de conflits très fréquemment également dans les négociations, notamment lorsqu'on est expérimenté. D'accord ? Parce que lorsque l'on est expérimenté et qu'on est sous l'eau, en général, quand on a beaucoup de dossiers, on peut avoir tendance à faire des associations très rapides pour gagner du temps, tout simplement, qui, 9 fois sur 10 sont les bonnes, mais qui parfois, en fonction du contexte, vont être à côté. On va tomber à côté. Et donc, ça peut donner lieu à un conflit qu'on ne va pas comprendre, on ne sait pas d'où ça sort. Et donc, souvent, en plus, c'est une partie avec laquelle ça se passait toujours très bien jusqu'ici sur les négos. Donc, à un moment donné, il faut revenir à la base pour bien être sûr de son contexte et des enjeux. D'accord ? Est-ce qu'on est bien sur les mêmes enjeux et les mêmes mots de vocabulaire ? D'accord ? Est-ce que c'est bien décrit avec la bonne syntaxe ? Voilà.
Voilà pour les 11 sources de conflit. Nous venons de répondre à 2 questions que vous vous posez fréquemment en cas de conflit ou de situation tendue. Comment apprendre à repérer les signes d'un conflit et quelles techniques adopter pour les gérer? Pour apprendre à gérer, à apaiser, à conserver ou restaurer les relations et la confiance lors d'un conflit, il convient de repérer la cause ou les causes du conflit. En effet, une fois que vous aurez identifié la source du conflit, vous pourrez prioriser la gestion du ou des conflits en fonction de cette source, de cette cause. Et donc, vous serez plus à même de préparer vos prochains échanges pour travailler votre posture afin de conserver une attitude d'ouverture, de stabilité et de crédibilité. D'accord ? Nous nous sommes intéressés aux 11 sources de conflits. Je vous les ai décrites juste avant et je vous ai donné quelques éléments de contexte à chaque fois avec des exemples afin de pouvoir rendre concrète cette identification qui vous aidera dans la gestion du conflit par la suite. Donc, un des points clés à retenir ici, c'est qu'il faut prendre du recul pour analyser le conflit. Vous ne pouvez jamais le résoudre tout de suite, d'accord ? Il faut d'abord l'analyser. Les conséquences liées à un manque de préparation de la gestion d'un conflit est d'envenimer les choses, d'envenimer le débat, de perdre sa crédibilité, de perdre votre légitimité et surtout de saboter la confiance existante entre vous et les parties prenantes au conflit. Il faut bien distinguer les parties prenantes au conflit de la source du conflit, d'accord ? Rien, ça n'a pas de rapport avec votre personnalité ou la personnalité en face, ça a juste rapport à la cause du conflit. D'accord ? Pour cela, il est important d'identifier la source du conflit pour prioriser les causes et se préparer à sa gestion. Et voici la liste des 11 sources de conflit que je viens de vous présenter pour identifier là où les causes. Première cause, conflit relatif à la technicité. Deuxième cause, conflit ancien. Troisième cause, conflit de personnes et de relations. Quatrième cause, conflit d'ordre économique. Cinquième cause, conflit symbolique. Sixième cause, conflit bio-émotionnel. Septième cause, conflit basé sur les forces et les faiblesses. Huitième cause, conflit d'ordre institutionnel. Neuvième cause, conflit basé sur les croyances, les cultures. Dixième cause, conflit issu d'information. Onzième cause, conflit d'interprétation. Alors, quelles sources reconnaissez-vous dans les conflits récents auxquels vous avez été confrontés ? Pour un même conflit, quelle source identifiée vous allez prioriser ? Laquelle est la plus importante selon vous ? Laquelle des causes identifiées est la plus importante selon vous ? Parce que souvent, vous allez en identifier plusieurs des causes. Voilà, vous en savez plus sur les sources de conflits à identifier pour les prioriser. Puis préparez votre gestion du conflit afin de conserver ou restaurer la confiance avec l'autre partie. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes 17 et 29 du podcast Jury Nova qui traitent de la gestion des émotions également. Parce que souvent, les émotions sont en jeu. Ce travail d'identification de la source, de la cause du conflit à prioriser avant d'établir la stratégie à adopter pour gérer le conflit, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement développement professionnel lors du module 8 pendant 4 mois. Nous consacrons donc 1 mois à la gestion des situations complexes, telles que le changement, le conflit, les négociations. Vous rencontrez régulièrement des situations inconfortables dans lesquelles vous ne savez pas comment réagir. Nous travaillons votre posture, votre crédibilité, votre légitimité. Nous nous intéressons à la communication verbale et non verbale afin que vous puissiez adopter les bons codes pour rendre vos messages impactants et clairs. Nous approfondissons l'usage et la réception de feedback envers et de la part de vos équipes et de votre hiérarchie. Enfin, nous explorons les sources de conflits et les stratégies pour les désamorcer afin que vous puissiez conserver une posture professionnelle même pendant des échanges complexes. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement développement professionnel. Si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels, je vous les rappelle, nous avons l'accompagnement bilan de compétences et orientation finançable par votre CPF. Nous avons l'accompagnement mobilité recherche d'emploi finançable par votre CPF. Nous avons l'accompagnement prise de poste et nous avons l'accompagnement développement professionnel. Il reste 1 place en mars et j'ouvre 3 places complémentaires en avril, puisque j'ai reçu un certain nombre de demandes, donc j'ouvre 3 places complémentaires en avril. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site jurynova.fr ou directement dans mon agenda ici pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel.
En mars, nous commençons le lundi 13 mars et en avril, nous commencerons le lundi 10 avril, enfin le mardi, comme ce sera férié. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est Jurinova. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 42 qui vous fera découvrir un nouveau format, l'interview. Je garde encore la surprise de notre première invitée et du premier sujet et de la première thématique. À vendredi prochain. Belle journée à vous, chères juristes talentueuses ou talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.